recherche de Kimae. Les hommes partis à cheval avec des vivres pour 3 jours avaient pour mission de ramener l'animal mort ou vif. Un peu plus tard, le calme était revenu dans le village, excepté dans le restaurant où Madame Sukhoi et Tao étaient morts d'inquiétude, ne voyant ni Kimae ni Chen revenir. À la nuit tombante, Madame Sukhoi décida de rester avec Tao en attendant le retour de ses parents. Lao Tse, en pleine méditation, était complètement statique et semblait transpercé par la flèche d'un savoir dont il ne pouvait révéler la source. La chandelle se consumait lentement et semblait avoir une action directe sur les effets du temps. En effet, Maître Fong, resté à l'extérieur de la pièce, voyait Lao Tse subir les assauts du temps de manière accélérée et spectaculaire. Son corps était tourmenté par des spasmes, son visage était crispé, sa peau commençait à se rider et ses cheveux blanchissaient à vue d'œil. Maître Fong ne subissait aucun effet direct et savait qu'il ne devait intervenir en aucun cas. Le lieutenant Chang décida de libérer Chen et l'accompagna jusqu'au restaurant. Celui-ci fut heureux de retrouver Tao et supplia Chang de le laisser partir à la recherche de Kimae. Le lieutenant Chang refusa en prétextant que la patrouille avait la charge de cette mission. Chen était fou de rage et Tao en larmes. Pendant ce temps, au temple, Maître Fong attendait avec impatience que la petite flamme s'éteigne pour entrer dans la pièce. Lorsque celle-ci s'éteignit, enfin, Maître Fong entra dans la pièce et trouva Lao Tse très fatigué et même changé physiquement. Cette rencontre avec le livre du temps de la haine l'avait marqué à tout jamais au plus profond de sa chair. Il regarda Maître Fong et lui demanda de l'accompagner dans sa chambre. Arrivé sur sa couche, il prit la main de Maître Fong, le regarda profondément dans les yeux, puis lui dit « Tout comme l'on découvre des trésors sous la terre, la vertu jaillit des bonnes actions et la sagesse jaillit d'une âme pure et en paix. Pour traverser sans encombre le labyrinthe de la vie humaine, il faut la lumière qu'est la sagesse et le guide qui est la vertu. » Maître Fong demanda à Lao Tse ce qu'il avait vu de si étrange pour qu'il soit dans un tel état de grâce. Il existe un temps où tous les temps se rejoignent. Mais la route est longue et semée d'embûches. Nous avons besoin de Tao car il possède, sans le savoir, le sabre sacré du tigre impérial dérobé jadis à Bodhidharma au VIe siècle. Ce moine arriva un jour au temple Shaolin, au pied des monts Sangchang du royaume de Wei. Il était venu d'Inde et enseignait une nouvelle forme de bouddhisme plus directe, dans laquelle le disciple cherchait à atteindre l'illumination par la méditation perpétuelle. Ce sabre et la main qui le guidera sont des éléments majeurs pour notre avenir. Je me sens si las, dit Lao Tse. Puis il dit à Maître Fong, prends soin de Tao, car quand ceux qui œuvrent dans la même voie, dans le même esprit, se rencontrent, ils se reconnaissent. Cette dernière phrase achevée, Lao Tse s'endormit dans un profond sommeil. Madame Sukhoi s'en alla, laissant Chen et Tao dans l'attente du retour de Kimae. Chen prit son fils dans les bras et tous deux prièrent dans une ambiance très pesante afin que le tigre épargne la vie de Kimae et des autres femmes du village restées au champ. La nuit venait de tomber et on était toujours sans nouvelles de la patrouille ni des femmes. Chen était très inquiet. Tao avait rejoint Pandi dans sa petite chambre et s'était endormi, recroquevillé sur lui-même. Chen passa une bonne partie de la nuit à guetter le moindre signe de vie sur le chemin qui mène au champ. Pas la moindre nouvelle, autre que le bruit de la vie nocturne des habitants, du marais et des forêts avoisinantes. Plus le temps passait, plus l'inquiétude grandissait.
Chen ne pouvait quitter la maison car le risque était trop grand et Tao trop petit pour assumer seul. Assis sur un fauteuil en bois sculpté au milieu de son restaurant, Chen vida une bouteille d'alcool avant de s'effondrer sur le sol froid, le cœur anéanti par une tristesse immense et une peur omniprésente, peur de ne plus revoir Kimae. Et puis ce fut le silence, le profond silence, des heures et des heures qui suivirent. Les portes des maisons étaient restées closes aux premières lueurs du jour. Tao trouva son père étendu sur le sol. Il prit peur et essaya très vite de le réveiller. Mais celui-ci ne poussa que quelques grognements de mécontentement. Tao comprit alors que son père avait trop bu. Et il en comprit également la raison. En fils respectueux, il monta chercher dans sa chambre une couverture et un petit coussin qu'il glissa soigneusement sous la tête de son père. Il se dirigea vers la cuisine, y entra pour se préparer quelque chose à manger et sortit de la maison malgré l'interdiction. Il croisa un garde qui le ramena immédiatement chez lui. Le garde tenta vainement de réveiller Chen, qui était dans un état comateux. Le garde demanda à Tao de veiller sur son père et d'essayer de le maintenir éveillé en lui faisant manger quelque chose. Alors, après plusieurs tentatives, Tao parvint à sortir son père du coma éthylique. Chen demanda à son fils s'il avait eu des nouvelles. Non, répondit Tao. D'ailleurs, personne n'en avait. Chen sortit un moment sur la terrasse pour reprendre un peu ses esprits, lorsqu'il entendit derrière la maison des bruits de pas de chevaux. Il courut, fit le tour de la maison et se retrouva nez à nez avec le lieutenant Chang. Celui-ci faisait une escorte, le tour des maisons du village afin de faire le décompte des personnes manquantes. Avec Kimae, cela faisait 3 personnes qui étaient portées disparues. La deuxième nuit fut interminable pour Chen et Tao qui ne dormirent presque pas. À l'aube du 3e jour, n'y tenant plus, Chen décida de partir coûte que coûte à la recherche de sa compagne avec son fils, qui était bien décidé, lui aussi, à retrouver sa maman. Ils préparèrent ensemble une petite musette avec quelques nourritures et vêtements chauds. Tao prit son sabre, qu'il attacha à l'aide d'une cordelette en bandoulière dorsale. Chen, quant à lui, prit sa vieille épée et une machette, qui lui servirait à la préparation des volailles dans la cuisine. La température était fraîche en ces premières heures matinales et le soleil était encore un peu encourdi, laissant perler sur les feuilles des arbres de fines gouttelettes de rosée qui faisaient apparaître dans le décor les nombreuses toiles qu'avaient tissées pendant la nuit les araignées de la province. La plaine était calme et le silence n'était altéré que par le bruit des pas que Chen et Tao faisaient pour rejoindre la forêt. Son sabre dans le dos, Tao se sentait comme invincible et était prêt à répondre avec férocité à tous les dangers. Son père était plus réservé face aux risques multiples et restait très attentif au moindre bruit suspect. Ils avançaient lentement, sans précipitation, à la manière du félin guettant sa proie. Tao, très inquiet quand même, ne se posa pas la moindre question vis-à-vis de son âme et du dragon noir, car il avait situé le danger et porté son attention sur le tigre récemment échappé. Soudain, leur attention fut attirée par des cris, des bruits de hennissements de chevaux ainsi que des larmes qui s'entrechoquaient. Chen mit sa main sur la bouche de Tao afin de l'empêcher de faire le moindre bruit. Le bruit semblait se rapprocher de plus en plus. Chen et Tao s'allongèrent à plat ventre derrière des fougères et restèrent parfaitement immobiles en attendant de pouvoir éclaircir les données de la situation. Ils se trouvaient à quelques dizaines de mètres à peine du point névralgique du conflit. Pour en savoir un peu plus, Chen ordonna à Tao de ne surtout pas quitter sa cachette
et d'attendre son retour. Tao ne voulait pas rester seul et dut se contenter de ravaler sa peur et d'attendre. Chen se rapprochait du danger sans encore pouvoir l'apercevoir. Il est vrai qu'il se trouvait derrière une petite butte. Il était à couvert derrière un groupe d'arbustes lorsqu'il vit deux hommes se battre à coups de sabre. C'était un des soldats du lieutenant Chang aux prises avec un autre homme sans uniforme mais qui faisait partie d'un groupe de brigands. Les rebelles étaient plus nombreux que les hommes de Chang et le combat était inégal. Tous les soldats de la garde impériale furent abattus. Les brigands dépossédèrent les corps de tous leurs biens avant de les pendre à moitié nus par les pieds sur les arbres avoisinants, les abandonnant ainsi aux charognards affamés. Puis, Chen, depuis sa position, pouvait voir le campement des rebelles et il aperçut Kimae attachée à un arbre avec deux autres femmes. L'une d'elles semblait agonisante, gisant sur le sol dans une mare de sang. Kimae était bien vivante, mais les hommes qui étaient autour étaient très nombreux, trop nombreux. Chen ne pouvait rien faire. Il ne pouvait même pas signaler sa présence à sa femme qui semblait en état de choc et congelée. De là où il était, il distinguait les larmes de son épouse et le tremblement incessant de ses lèvres. Puis, il se dit en son fort intérieur qu'il fallait remettre Tao à l'abri et prévenir les hommes du lieutenant Chang. Quand tout à coup, à quelques mètres de là, Tao maladroitement laissa tomber son sabre sur une pierre et éveilla immédiatement les soupçons des brigands qui décidèrent d'inspecter les buissons alentours. Tao prit peur et ne céda pas à la panique. Il resta immobile, figé. Un des rebelles se rapprochait dangereusement de l'endroit où il était. Chen attendit le plus longtemps possible, mais il devait protéger son fils coûte que coûte, fût-il au péril de sa vie. Il était terrassé à l'idée d'imaginer le sort qui l'attendait s'il était pris. Mais la perspective de perdre sa femme et son fils était insupportable. Il cacha rapidement ses armes afin d'apaiser le doute quant à ses intentions en espérant plus de clémence de la part des rebelles. Mais surtout, il espérait faire diversion afin de détourner l'attention sur lui pour permettre à Tao de rester protégé et peut-être de se sauver pour prévenir les secours. Il ramassa quelques champignons comestibles et sortit de derrière les fourrés en chantant avant de se faire surprendre par les rebelles. Il fut amené devant ce qui semblait être le chef. Il expliqua qu'il était restaurateur et qu'il allait souvent de bon matin dans les bois à la cueillette de champignons pour préparer ses repas du jour. Kimae fit semblant de ne pas le reconnaître. Chen utilisa la même ruse. Il sembla si naturel que le chef des rebelles, qui n'était autre que Li Tsun-chin, saisit l'opportunité et demanda à Chen de préparer le repas pour toute la bande. Un cheval appartenant à un des cavaliers de Chang fut abattu sur place afin de servir de festin aux rebelles. Chen devait sa vie à ses qualités de cuisinier hors pair. Mais comment allait-il quitter cet endroit malsain? Et comment pourrait-il libérer Kimae? Et surtout, Tao avait-il pu quitter les buissons?